Les opposants à l'avortement étaient dans la rue hier à Paris. Entre 16 000 et 40 000 personnes mobilisées contre l'assouplissement de la loi Veil, examinée cet après-midi à l'Assemblée. En cause notamment la suppression de la condition de détresse des femmes dans le texte original. Aujourd'hui, tout est là pour faciliter les femmes d'avorter. Pourquoi en faire un véritable droit? Ça va à l'encontre de tous les principes, même de la Convention européenne. Les anti-IVG ont protesté contre ce qu'ils qualifient de banalisation de l'avortement lors d'une manifestation aux couleurs de l'Espagne. Un sénateur ibérique avait même fait le voyage. Le vent de l'histoire va pour la limitation de l'avortement, pour changer des choses qui ne sont pas bonnes. Luis Peral prêche pour un projet de loi présenté il y a un mois par le gouvernement conservateur à Madrid. Un texte qui limite le recours à l'IVG. Pour avorter, il faut un grave danger pour la santé physique ou psychologique de la femme, ou deuxièmement que la grossesse soit la conséquence d'un délit contre la liberté ou l'intégrité sexuelle de la femme. Une Espagnole pourrait donc avorter uniquement en cas de viol ou de danger pour sa vie. Une victoire pour l'aile droite du Parti populaire au pouvoir, un scandale pour les féministes de Madrid à Paris. Les femmes riches pourront passer la frontière et venir avorter en France. Et pour les autres, des militantes craignent un retour à des pratiques d'un autre temps. Je connais des gens de mon âge, la soixantaine, qui sont devenus stériles à cause d'avortements clandestins, faits dans des conditions effroyables. On va quand même pas revenir à ça. 39 ans après la loi Veil, pourquoi l'avortement enflamme-t-il encore les rues ? Bonsoir à tous les trois. Philippe Fauché, bonsoir. Vous êtes gynécologue obstétricien et vous travaillez au Centre de régulation des naissances Bluet-Trousseau, c'est à Paris. À côté de vous, Tchukjol Derville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué général de l'association Alliance Vita et à côté de vous, Nathalie Bajos, vous êtes sociologue, démographe et vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, spécialiste des questions liées à la contraception et à l'avortement. On va tout de suite, bonsoir à vous bien sûr, on va poser une question qui nous a été posée par un de nos spectateurs internautes, Nadia. Oui, une question simple mais importante. Qui sont les jeunes femmes qui ont recours à l'IVG? Nathalie Bajos, d'abord, est-ce qu'on a raison de parler uniquement de jeunes femmes? Et est-ce qu'il existe un profil socio-démographique des femmes qui ont recours à l'IVG? Alors, toutes les femmes ont recours à l'IVG de 15 à 50 ans. Il est vrai que le taux le plus fréquent... Toutes les catégories de femmes, vous voulez dire? Oui, toutes les catégories de femmes ont recours à l'IVG. Mais il est vrai que les femmes entre 20 et 24 ans sont plus représentées pour une raison assez simple. D'abord, c'est qu'elles ont une activité sexuelle assez fréquente, qu'elles sont particulièrement fertiles. Et surtout, elles sont à une phase de leur vie où elles ne souhaitent pas s'engager dans la parentalité. Et donc, pas de catégorie sociale précise, par exemple? Non, ça touche l'IVG, touche toutes les catégories sociales de femmes. Avec, de façon donc sous-jacente, un échec de la contraception. Alors, c'est vrai que ces filles de 20, 22, 24 ans. La majorité des femmes qui ont recours à l'IVG en France, la grande majorité des femmes, utilisaient une méthode de contraception au moment où elles se sont trouvées enceintes. Mais il faut bien voir qu'entre 15-17 ans, l'âge des premiers rapports, jusqu'à 50-55 ans, l'âge de la ménopause, un parcours complet, sans faute, sans erreur de contraception, c'est quelque chose qui est statistiquement rare, mais qui n'est pas spécifique à la contraception, parce que vous prenez n'importe quel traitement pour n'importe quelle question, quelqu'un qui prend un traitement hypertenseur ou contre le diabète, ne jamais oublier sa contraception, c'est effectivement quelque chose qui est peu fréquent. Philippe Fauché, ça vous étonne que ce débat ressurgisse en ce moment avec beaucoup de passion, beaucoup de virulence, parfois, hélas, de la haine, enfin, entre les clans et les... Je ne peux pas dire que ça m'étonne, parce qu'il faut toujours rester vigilant sur ce droit qui a été acquis, sur le droit à l'avortement. Et en voyant ce qui s'est passé avec les manifestations opposées au mariage, vous pouvez très bien s'attendre que l'avortement revienne aussi sur le tapis. Et je ne suis pas surpris. Je suis évidemment attentif à ce qui se passe, mais ça ne m'étonne pas. Est-ce que pour le coup, là, il n'y a pas eu aussi une petite provocation du gouvernement quand on veut retirer juste une expression dans un texte qui fondamentalement n'a pas empêché telle ou telle personne de se faire avorter? Oui, depuis 75, la question juste de la détresse. Le mot détresse. J'appellerais pas ça une provocation. C'est quelque chose qui a été réclamé. Il y a eu un rapport qui a été remis l'année dernière au gouvernement par le Haut Commissariat à l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous pensez que cette phrase-là, vous qui êtes un praticien, a empêché telle ou telle femme de se faire pratiquer un avortement? C'est pas une question d'empêcher. Et ça va au-delà Bon, c'est un symbole qui est très fort, mais c'est quelque chose qui confirme le droit à l'avortement. C'est-à-dire l'avortement ne doit pas être une dérogation ou une exception de temps en temps. On l'a déjà dans le texte, honnêtement.
Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, il y a une tentative de durcir le jeu? A contrario, l'exemple inverse avec l'Espagne, on sent bien qu'il y a une instrumentalisation du sujet. En gros, le gouvernement Rajoy n'a pas d'autre possibilité que faire une politique économique et politique très balisée, et il va ressouder sa majorité autour du pôle le plus réactionnaire. Je voudrais revenir sur les propositions qui ont été faites dans ce rapport. Par ce comité. Dans ce comité, il y a une vingtaine de propositions. Et après, l'avis de Tugdual d'Herville. La suppression de la notion de détresse est une seule. La seule proposition d'ailleurs qui a été retenue dans ce rapport. Toutes les autres propositions, dont certaines sont effectivement peut-être plus importantes. Et vous pensez à quoi? Mais par exemple, la suppression ou la diminution du délai de réflexion. C'est important quand même, le délai de réflexion. Ça infantilise mais c'est pas important quand même? C'est quelque chose de très important, on pourra en reparler plus si vous voulez. Mais je veux dire, dans ce rapport, il y a la clause de conscience qui a été quelque chose qui pourrait être encore plus polémique, qui était de proposer de supprimer la notion simplement de clause de conscience. Et ça a été, à mon avis, alors là, je pense que ça aurait été encore plus provocateur. C'est quelque chose qui était demandé. Ça concernait les médecins, hein, les médecins qui peuvent décider de ne pas le faire. Il faut savoir qu'il y a des pays où, par exemple en Italie, où 80% des médecins opposent la clause de conscience, qui fait que les femmes n'ont plus un accès à l'avortement. Donc c'est aussi très important. Tugdual d'Herville, sur ces questions. Détresse, provocation, là je suis d'accord. Il y a vraiment, pour moi... Je ne le disais pas pour être d'accord avec vous. Oui, peut-être, mais on peut être d'accord sur certains points. Mais c'est vrai que enlever ce mot, mais j'irai plus loin, parce qu'on est dans un échec, pour moi, dans la politique des professions de l'IVG. Lorsque l'IVG a été légalisée, et même si en 75, même si je peux ne pas être d'accord avec l'avortement, je note que ceux qui en faisaient la promotion disaient qu'elle deviendrait marginale lorsque la contraception a fait ses preuves. Et Nathalie Bajos l'a exprimé, 72% des femmes qui vivent une IVG étaient sous contraception lorsque leur grossesse s'est déclarée. Et donc on arrive dans un paradoxe contraceptif français qui a été très bien décrit par un certain nombre d'experts, où un très fort taux de contraception est compatible avec un fort taux d'IVG, et qui a notamment beaucoup cru chez les mineurs. Du coup, nous disons... Alors, effectivement... Nous, les Pro-Vie Alliance Vita, nous écoutons 1500 femmes et couples par an, y compris après l'IVG. Ce que nous voyons... Vita, le positionnement idéologique est, j'allais dire, contenu dans le nom. C'est une conviction, l'idéologie, je pense que chacun a son idéologie, mais voilà. Mais on est tous pour la vie, Elisabeth. Oui, mais justement, c'est pas... faites bien de le dire. Ce qui est en jeu dans ce sujet, c'est au fond une opposition entre deux principes. Pas pro-choix. Il y a la question de la liberté des femmes et la question du droit éventuel à la vie. Un droit à la vie dont nous avons d'ailleurs tous plus ou moins bénéficié à un moment ou à un autre. Cet affrontement entre ces deux droits qui paraissent parfois incompatibles explique pourquoi le sujet ne peut pas s'éteindre. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, lorsque le gouvernement, et peut-être certains, veulent banaliser le geste en disant c'est un acte médical comme un autre, nous disons non, ce n'est pas un acte médical comme un autre. Pourquoi ? Parce que les femmes, confrontées à une grossesse difficile, imprévue difficile, ce qui est assez fréquent dans la vie d'une femme, sont confrontées à une question qui est le destin d'une autre vie. Mais dans la formulation même de situation de détresse, il y a quelque chose de culpabilisant, c'est-à-dire qu'on dit aux femmes qu'en gros, elles ont mal géré leur contraception, leur sexualité, etc. C'est vrai qu'il y a une sorte de norme qui s'impose aujourd'hui qu'un enfant, entre guillemets, un bébé, doit être réussi comme un projet. Et ça ne correspond pas à l'expérience des femmes. La maternité choisie. Donc, oui, les femmes que nous accompagnons, souvent, elles se sentent obligées fatalement d'aller vers l'IVG lorsqu'elles ont une grossesse imprévue et difficile. Pourquoi ? Parce qu'on leur dit, tu n'avais pas prévu, leur compagnon, si tu le gardes, je te quitte. Et souvent, elles nous disent, j'ai perdu sous les deux tableaux. Il y a également, et le défenseur des droits l'a exprimé, des pressions de l'employeur. Donc nous disons, aujourd'hui, en supprimant les informations des aides aux femmes enceintes, officiellement, et nous les publions, nous, Alliance Vita, dans notre guide, en supprimant le son de détresse, on fait croire que l'IVG est anodine et banale pour les femmes, et ce n'est pas leur expérience, ni d'ailleurs celle des hommes. Les femmes savent que c'est pas banal. Une réaction de Nathalie Bajos qui a l'air de bouillir, et après le chiffre du jour, Vincent. Non, mais une réaction de Nathalie Bajos. Non, revenons sur ce symbole de la détresse. Oui, il y a deux points quand même. Je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit, sur le fait que le législateur avait prévu une diminution des IVG quand l'IVG a été légalisé en 1975. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'échecs de contraception grâce à la diffusion de la contraception médicalisée, mais dans le même temps, et c'est là ce qui est clair, ce que vous évoquiez comme paradoxe contraceptif, la probabilité d'avoir recours à une IVG quand on est confronté à une grossesse non prévue a augmenté au fil du temps. Et pourquoi elle a augmenté ? Parce que les normes sociales sur la maternité ont évolué. Aujourd'hui, l'âge au premier enfant, c'est autour de 28-29 ans. Avant, c'était autour de 24 ans. Donc les femmes, en particulier les 20-24 ans dont on parlait tout à l'heure, elles gèrent leur contraception. Parfois, il y a des échecs et ça arrive à tout le monde. Et quand elles se trouvent en situation de grossesse à cet âge-là, elles souhaitent effectivement ne pas poursuivre cette grossesse parce que les projets de parentalité, pour les femmes et pour les hommes, interviennent plus tard. Mais moi, je voudrais quand même revenir...
la fertilité non, aussi non, dans non, notre pays. pas du Après tout. 30 ans, Non, ah oui, le non, problème non. c'est que c'est Vincent, lancez-vous, mon petit. Parce que précisément, Mais je pour voudrais illustrer, revenir sur un point je vais vous donner la parole. Vous allez revenir, Oui. mais attendez. Précisément ce que vous venez de dire, je vais vous proposer de regarder deux chiffres. Oui. Deux chiffres, d'abord, combien de femmes sont concernées en général 35%. Oui, c'est un Une- autre chiffre. 40% si on comptait Une Dom-Tom. femme, C'est vrai, non, sur mais deux. c'est tant. Et, Ça fait 220 000 selon femmes par an, à peu combien près. d'IVG sont 220 000. pratiquées chaque année 220 000. Oui, Et effectivement, ce 220 000. chiffre ne diminue pas. Mais est-ce que finalement, le problème aujourd'hui, plutôt que la question de la détresse ou de toucher la loi de façon marginale, est-ce que le vrai sujet, c'est que ce droit, pour le coup, n'est pas en vigueur partout, qu'il est difficile de trouver dans certains lieux des hôpitaux qui pratiquent les JVG, et que précisément, est-ce qu'un ministère, les pouvoirs publics, les politiques publiques, ne devraient pas se mobiliser davantage pour que ce droit soit respecté? Alors, Quand on voit le taux d'avortement, quand même, on peut comment dire que le attendez, droit n'est excusez-moi, pas parce que j'avais pas Oui, c'est vrai, vous répondu aviez autre chose à à dire. la deuxième partie, parce que je voudrais revenir sur ce point important. Il faudra que vous répondiez à ma question aussi. Non, mais je vais y répondre tout de suite. Très simplement, oui, il est vrai que si dans la grande majorité des cas, l'accès à l'IVG se passe très bien en France, il y a toute une série de situations qui restent problématiques et que les politiques publiques doivent tout mettre en œuvre pour que les femmes qui le Pas souhaitent assez de puissent médecins, accéder. Problème pas de assez de renouvellement centres des ouverts. médecins, Dans le fameux rapport dont je vous ai parlé Alors, tout à l'heure, le il y avait fameux toute une série de rapport, mesures pour si ça. je peux revenir sur ce point, parce que vous avez parlé de provocation, je suis d'autant plus concernée que je suis membre de ce Haut Conseil à l'égalité qui nous a savons. posé. Je ne vois pas du tout ça comme une provocation. Les réflexions qu'on a eues au sein de ce Haut Conseil, en expertisant, en écoutant un certain nombre d'experts, et puis nous-mêmes en tant On n'a qu'experts, pas été expertisé, non. non, C'est certes, dommage, mais en tout cas, on est nous-mêmes choisis en tant qu'experts pour faire partie de ces commissions. Je crois que l'enjeu essentiel, c'est que si en France, contrairement à ce qui se passe en Espagne, le droit à l'IVG n'est absolument pas remis en cause, parce que les personnes qui s'y opposent frontalement représentent une toute petite minorité de la population. Mais ce qui continue à poser problème, c'est la légitimité pour les femmes de se trouver dans des situations où elles ont à demander une IVG. Et que les discours culpabilisants vis-à-vis des femmes qui ont eu un échec de contraception et qui demandent une IVG sont encore extrêmement importants. Et l'idée de proposer la suppression de cette clause de situation de détresse, qui, il faut le rappeler, a été inscrite dans la loi Veil à une époque où les femmes mouraient des suites d'avortements clandestins, où les femmes avaient des séquelles sur leur corps pendant des années. Il peut y avoir quand même aujourd'hui encore un peu de détresse chez une femme qui absolument, pratique mais un avortement. Je ne dis pas que c'est mécanique. Non, mais ce que je veux dire, attendez, c'est qu'il y a une grande diversité des situations. Il y a des femmes qui vivent ça très mal, il y a des femmes qui vivent ça très bien. Nadia. Et que ce qui est important pour expliquer que ce n'est pas une provocation d'avoir proposé la suppression de cette situation de détresse, c'est juste parce qu'aujourd'hui, on est en 2014, que de toute façon, quelles que soient les conditions de la loi, les femmes auront recours à l'IVG et qu'il n'y a aucune raison qu'on les... D'accord. Ce futur me gêne beaucoup. Ce futur est fataliste, je suis désolée. Je finis juste ma phrase. Il y a une place pour autre chose. Il n'y a aucune raison qu'on culpabilise et qu'on sanctionne les femmes contre le fait qu'elles aient eu... qui sanctionne et culpabilise les femmes. Moi, je pense que ça déresponsabilise les hommes. Dans le vécu des personnes qui ont recours à l'IVG, vous en voyez certaines, nous on en interroge des milliers dans nos enquêtes, effectivement, il y a un certain nombre de femmes qui sont toujours en situation de culpabilisation. Alors, oui, très bien. Il n'y a pas de raison de Nadia, Julia Derville, juste un instant. Oui, s'il vous plaît. On revient un peu sur cet aspect psychologique. On sait que l'un des arguments qui est avancé par les anti-IVG, par Alliance Vita notamment, c'est qu'un avortement, ça engendre nécessairement des conséquences psychologiques, des séquelles psychologiques sur les femmes qui ont, c'est ce qu'on entend. On va le voir notamment sur une pancarte qu'on a vue pendant les manifestations de ce week-end. Il y aurait à chaque fois un syndrome post-avortement, mais de manière systématique. On avorte, on va très mal. Je voudrais terminer un instant, s'il vous plaît. Il y a d'autres études, il y a des études qui viennent contredire tout ça. Puis il y a des femmes, surtout, qui ont avorté, qui ont subi un avortement et qui disent qu'elles vont très bien. Il y a notamment des femmes qui s'appellent les filles des 343 salopes, donc en référence aux 343 femmes qui avaient déclaré avoir avorté en 71. Et elles racontent sur leur blog, qu'elles ont avorté, que c'est effectivement pas très confortable, mais qu'elles vont très bien. Philippe Fauché, vous pratiquez des avortements, vous voyez des patientes. Quelle est la proportion de femmes qui vont mal et de femmes qui vont bien après un avortement? Alors nous, c'est vrai qu'on voit les patientes sur un délai relativement bref, puisqu'on les voit lorsqu'elles sont dans la demande d'avortement et on les voit à une visite de contrôle qui est 15 jours après. Alors, on peut toujours nous dire, mais bien sûr, vous ne les voyez pas au bout d'un an, au bout de 6 mois. Donc ça, c'est le but des études scientifiques, de répondre à cette question. Et je crois qu'il faut rester vraiment très scientifique. Il y en a eu des études. Et il y en a énormément d'études scientifiques. Il y a des méta-analyses, c'est-à-dire qu'on reprend toutes ces études-là, on les critique, on prend les meilleures. Bon, c'est aussi le travail peut-être Nathalie Bajos vous dira mieux que moi, mais de reprendre toutes ces études et de savoir ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Et ce qui est scientifique, et c'est
ce que dit la littérature internationale, c'est de dire qu'il n'y a pas de troubles psychologiques plus marqués à la suite d'une... Pas de corrélation entre avortement et maladie. Les femmes correspondent à l'avortement. Les sondages d'opinion, Nordic Pharma récemment, 85% des femmes... On s'en fiche de Nordic Pharma, ce qui est important, c'est parce que vous me parlez des résultats d'une enquête d'opinion. Ce qui compte, c'est les études scientifiques. Soyez scientifiques. Les femmes expriment à 83% que l'IVG laisse des conséquences psychologiques difficiles à vivre. Non, mais ça, c'est pas vrai, on ne peut pas dire ça. Les femmes... C'est faux. Non, mais un sondage d'opinion, d'accord, mais les sondages d'opinion peuvent dire n'importe quoi. Il y a une revue de la littérature, il y a des tas d'études qui sont publiées. Je peux quand même dire quelques mots parce que... Et ces études sont clairement... Je vais vous donner la parole, monsieur, mais je vous propose de regarder la législation en Europe. C'est intéressant de regarder aujourd'hui ce qui se passe. On sait qu'il y a un mouvement en Espagne, précisément aujourd'hui. Oui, sortons du cas français. Européenne. On s'aperçoit qu'il y a donc envers une vingtaine de pays que pour ma part j'appellerais progressistes, c'est-à-dire des pays où précisément l'avortement est un droit. Il y a un deuxième groupe de pays que vous voyez en orange. Ces pays-là ont interdit l'avortement mais ne l'autorisent que dans des cas extrêmes de viol ou de menaces sur la vie de la femme concernée. Et puis il y a un seul pays pour qui c'est totalement illégal et interdit, c'est Malte. Est-ce qu'il y a un risque de coup d'arrêt en Europe? On voit bien qu'il y a eu une progression. Finalement, cette loi libérale s'est étendue. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque de régression? Nathalie Bajos. De mon point de vue, non, il n'y a pas de risque de régression au niveau européen. La situation, alors il y a effectivement Malte, il y a aussi Chypre, et puis il y a l'exemple de la Pologne, vous l'avez souligné, qui a une législation extrêmement restrictive. Et des lobbyistes très efficaces au niveau européen. Une législation qui était libérale sous le communisme en Pologne et qui est devenue restrictive aujourd'hui. Absolument, absolument. Au nom de valeurs catholiques. Je dirais juste quand même que je ne pense pas qu'il y ait de menaces sur le droit de recourir à l'IVG en Europe, mais il est vrai qu'il y a toute une série de mouvements qui, par conviction religieuse ou philosophique, s'opposent au recours à l'avortement et qui a tendance à laisser penser que le droit à l'avortement, ce serait l'obligation de l'avortement. Non, le droit à l'avortement, ça permet tout simplement à toutes les femmes, quelles que soient leurs convictions philosophiques ou religieuses, de choisir. Certaines voudront y avoir accès. Très rapidement. Non. Oui, attendez, Nathalie Bajos, je voudrais juste lui poser une question. Alors précisément, est-ce que de votre point de vue, le droit à l'avortement... êtes-vous d'accord avec ce que vient de dire Nathalie Bajos? Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a la place pour une autre politique qui équilibre la volonté, le désir, le souci des femmes et la réalité scientifiquement réelle de l'être humain. Pour la pénalisation. Non, mais il ne s'agit pas de punir qui que ce soit. Mais par contre, aujourd'hui, que 35%, si on est en France métropolitaine, des femmes au futur soient condamnées, entre guillemets, un jour ou l'autre à subir un IVG, alors que certains peut-être soulagées grâce à un IVG. Dans un premier temps, bien sûr. Mais la réalité, c'est aussi qu'il y a des femmes qui en souffrent. Alors celles-là ont-elles le droit de le parler? Quand j'entends ce qui est dit, et j'ai accompagné beaucoup de femmes qui ont pleuré leur IVG, qui m'ont dit des phrases extrêmement lourdes que je n'ai pas du tout induites, et ces femmes-là, je peux vous dire, il n'y a pas pire souffrance que de ne pas être accueillies dans la souffrance qu'on exprime. Si ces femmes sont, comme on me l'a parfois dit, des femmes névrosées, alors qu'elles souffrent de leur IVG, qu'elles ont parfois, pas toujours, à des dates anniversaires, des grandes peines, qu'elles s'interrogent, qu'elles disent « on ne me l'avait pas dit, on ne m'avait pas dit que l'avortement médicamenteux à domicile, dont les promoteurs disaient que ça serait pas douloureux. Derville, on n'aura pas le temps si vous... Oui, mais si on leur cache cette vérité, que ce n'est pas un acte anodin, alors effectivement, il y a un retour de bâton. Et même si je ne suis pas d'accord sur le droit à l'IVG avec mes interlocuteurs, est-ce qu'on ne peut pas s'entendre pour que les femmes soient soutenues, y compris matériellement, y compris par une écoute appropriée, pour qu'elles n'avortent pas à contre-cœur, pour qu'elles ne soient pas conduites par la fatalité économique. Personne n'est très bien. On n'a jamais... Je vous propose de revenir sur une petite séquence assez importante. Un procès retentissant qui a eu lieu en 1972 à Bobigny, sans lequel il n'y aurait peut-être pas aujourd'hui le droit à l'avortement et il n'y aurait pas eu la loi Veil votée en janvier 1975. C'est le rétroviseur de Marc-Antoine de Porrette. Nous reprenons nos esprits. C'est un procès qui a fait basculer la France. En 1972, Marie-Claire, 16 ans, est jugée pour avoir eu recours à l'avortement à la suite d'un viol. Le retentissement du procès de Bobigny est énorme, car la jeune femme est défendue par une ardente avocate, la militante féministe Gisèle Halimi. Marie-Claire a déposé et a dit dans quelles conditions tout s'était passé pour elle et dans quelles conditions elle avait décidé son avortement. Le procès se transforme en tribune politique. Marie-Claire est acquittée et le débat sur l'interruption volontaire de grossesse embrase le pays. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement? Pour.
contre? Moi, je suis contre l'avortement et pour la contraception. Pour l'avortement. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis pour la liberté du corps de la femme. On pourrait éviter des avortements parce qu'il y a des conséquences quand même terribles, d'abord sur le plan moral. Le débat aboutit à l'Assemblée nationale en 1974 sous la houlette de la ministre de la Santé. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Malgré les déchirements au sein du Parlement, la loi Veil est promulguée en 1975, mais il faudra encore attendre 4 ans pour qu'elle soit définitivement votée. Je vous demande d'accueillir Juan Gomez au Lac Ettal. Bonsoir. Qui nous emmène en Suisse. Je vous emmène en Suisse où l'avortement est dépénalisé. Finalement, depuis très peu de temps, la loi date de 2002 et comme en France, elle autorise une intervention dans les 12 premières semaines de grossesse. Et là-bas aussi, eh bien, figurez-vous que l'IVG refait débat. Un groupe de parlementaires milite en effet pour que l'interruption volontaire de grossesse ne soit plus remboursée par la sécurité sociale. Alors, cette proposition a déjà recueilli il y a 3 ans les fameuses 100 000 signatures pour pouvoir organiser en Suisse un référendum fédéral et dans 3 semaines, le 9 février, eh bien, les Suisses devront se prononcer pour ou contre la fin du remboursement de l'IVG. Alors derrière cet argument financier se cache évidemment une opposition éthique contre l'avortement. Regardez cette photo et surtout son slogan « Je ne veux tout de même pas cofinancer les avortements ». Alors les anti-IVG partent en fait du principe que l'avortement est une affaire privée, que du coup la personne qui a fait ce choix doit l'assumer toute seule, sans en faire payer le prix à la collectivité. Alors c'est intéressant car quand on regarde les statistiques officielles, eh bien les avortements coûtent chaque année à l'assurance maladie en Suisse quelques 8 millions de francs suisses. Ça représente à peu près 6,5 millions d'euros. Et vous allez le voir, pour le ministre de la Santé, cet argument ne tient pas debout. Les initiants prétendent qu'avec l'initiative, on pourrait décharger l'assurance maladie de coûts. Et je dois ici le dire clairement, avec l'initiative, on ne sentirait pas la différence. Tellement les coûts concernés sont faibles par rapport au total des coûts de la santé, on ne verrait pas du tout la différence. Voilà, on ne sentirait pas la différence. Il faut dire que 8 millions de francs suisses, cela représente 0,03% des 26 milliards de francs dépensés chaque année par l'assurance maladie. Dans sa campagne contre cette initiative populaire, le gouvernement invoque également le nombre particulièrement bas des avortements. Regardez, moins de 11 000 en 2012, soit 7 avortements pour 1000 femmes. C'est beaucoup moins qu'en Suède, qu'en France ou qu'en Angleterre. Et par ailleurs, c'est intéressant, les spécialistes de la santé mettent en garde contre les dangers que ce projet ferait courir aux femmes, car sans une prise en charge par la sécurité sociale, eh bien les plus défavorisés seraient tentés finalement par un avortement clandestin, pouvant nuire évidemment à leur santé. Alors il y a évidemment des manifestations qui sont régulièrement organisées en Suisse. C'était le cas par exemple samedi dernier à Lausanne pour dénoncer ce texte. Reste à savoir évidemment quelle sera la décision des électeurs suisses. En tout cas, selon un dernier sondage publié il y a 10 jours, 58% des personnes interrogées sont favorables au maintien du remboursement par la sécurité sociale. Tugdual d'Herville, en France, l'IVG est intégralement remboursé depuis seulement 9 mois, depuis mars dernier. On a vu que des députés de l'UMP avaient déposé des amendements pour dérembourser l'avortement. Est-ce que ce n'est pas finalement une façon un peu hypocrite, tout de même, de remettre en cause le principe même du droit à l'avortement ? Je ne sais pas, mais on ne peut pas tout rembourser non plus, d'une part. D'autre part, c'est vrai que la question qui a été évoquée, l'option de conscience, peut nous concerner sur un acte qui peut porter à notre conscience. Ensuite, ce que vous avez dit de la Suisse, moi je me dis, s'ils ont un taux d'avortement si faible, prenons exemple sur eux dans d'autres domaines, dans la prévention, peut-être qu'il y a des choses à entendre. Même chose pour l'Allemagne, où il y a 2 fois moins d'avortements en moyenne, sauf erreur de ma part, qu'en France. Il y a donc un problème français spécifique sur lequel on devrait vraiment s'interroger. Et effectivement, moi je suis, vous connaissez mes convictions, mais si on peut avancer pour que l'avortement baisse, pour que ça ne devienne pas une fatalité, pour que ça ne soit pas non plus, comme certains l'ont dit, on n'en fait pas un drame, toute femme un jour ou l'autre avorte comme si c'était comme une lettre à la poste. Moi je travaille avec des femmes qui ont vécu l'avortement. Et voilà, ensuite, on a entendu votre témoignage, les leaders d'opposition à cette référendum sont des gens qui ont connu l'avortement eux-mêmes. Information sur quoi ? D'information précisément des jeunes femmes aujourd'hui. Philippe Fauché. On revient en France. Il ne faut pas penser que les jeunes n'ont pas d'informations du tout sur la contraception. Les jeunes sont informés sur la contraception. Donc certes, il y a des déficits d'information dans les collèges sur la sexualité. Là, il y a sûrement des choses à faire. Mais il ne faut pas dire que les jeunes avortent parce qu'elles sont en déficit d'information. C'est pas vrai. Non, je ne sais pas ce qu'en pense Nathalie Bajos. Mais Nathalie Bajos, sur les aides qu'elles peuvent avoir. Nathalie Bajos, quand j'entends Tugdual d'Herville très enflammé, j'ai l'impression d'entendre un discours qui tente à résorber ou à circonscrire la sexualité à l'engendrement et à la reproduction. Est-ce que je me trompe Je suis un père de famille. Non, mais un petit peu, non ?
Est-ce que ça, c'est pas aussi sous-jacent dans ce débat? Je préfère répondre quand même. Parce que... Non, je parle pas de la vôtre, je parle en général. Sexualité et reproduction. On en revient au tout début de l'émission sur la question de la situation de détresse. Il est vrai que finalement, ça revient toujours à sanctionner les femmes pour un événement qui s'est conçu à deux. Jusqu'à preuve du contraire, il faut être deux pour qu'il y ait il y a un homme derrière chaque IVG également. Et on en revient à sanctionner les femmes dès lors qu'elles sortent de leur rôle social attendu. On est d'accord, de reproductrice, de sexualité reproductrice. Et finalement, d'un point de vue sociologique, il est tout à fait exact de dire que tous les discours qu'on entend qui s'opposent au droit des femmes d'exercer pleinement la possibilité d'avoir une IVG si elles le souhaitent, c'est une façon de sanctionner la sexualité non reproductive chez les femmes, alors que dans les normes dominantes, on accepte parfaitement que la sexualité des hommes soit totalement déconnectée des enjeux reproductifs, mais pas pour les femmes. C'était bien de vous l'entendre dire. C'est dommage, moi je trouve ça dommage que les hommes soient si déresponsabilisés, justement. Là, on est d'accord. Oui. Mais ce que je voudrais quand même dire par rapport à ce que vous avez évoqué sur la situation en Suisse, ce qu'il faut bien savoir, et toute l'histoire de l'avortement le montre, c'est que quelles que soient les conditions d'accès à l'avortement, de toute façon, les femmes qui souhaitent le feront toujours, dans des pires conditions. Y auront recours. Et la seule chose qui change quand on restreint, comme ce qui est en train d'être proposé en Espagne, quand on restreint les conditions d'accès à l'avortement ou en déremboursant, ça n'a un effet direct, c'est d'augmenter les problèmes de santé. Mais c'est là que la détresse commence, la vraie. Quand l'avortement se fait une femme ne peut pas choisir si elle veut ou pas poursuivre. Vous avez dit leur corps, mais il y a un dilemme pour les femmes. C'est ça qui est complexe. Est-ce que c'est leur corps ? On n'a plus le temps. Oui, mais est-ce que c'est leur corps ? C'est ça la question. C'est ça le dilemme. Jusqu'à nouvel ordre, sans doute.